Le 11 juin 1872, soit 3 ans après la pose de la première pierre, le gros œuvre du premier bâtiment est terminé. C'est le grand portail d'entrée qui comprend l'immense arche d'accès. Lorsqu'il devient habitable, un appartement est aménagé au dernier étage pour Louis II. Il est littéralement aux premières loges de la construction. Depuis la fenêtre au-dessus du portail d'entrée, il pouvait observer le chantier. Le portail d'entrée était effectivement le premier bâtiment à être terminé. Mais il pouvait aussi sortir et contempler l'environnement, le paysage, les montagnes tout autour, et donc aussi son château qui prenait forme. Ça, il y tenait beaucoup. En septembre 1872, les travaux de la partie principale du château, le palace, commencent. Le chantier devient encore plus considérable. Pendant les années 1879 et 1880, soit au pic d'activité du chantier, on estime que plus de 465 tonnes de marbre de Salzbourg, 600 tonnes de ciment, environ 1600 tonnes de grès et près d'1 demi-million de briques, soit 1750 tonnes, ont été utilisées. De l'autre côté du chantier, il y avait un autre appareil à vapeur qui permettait de soulever et de déplacer les matériaux. Plus de 2000 mètres cubes de bois ont été nécessaires pour construire les échafaudages, qui s'élèvent à plus de 60 mètres de hauteur et qui rendent le chantier particulièrement dangereux. On estime que 30 à 40 personnes, pour la plupart des ouvriers ou artisans, meurent pendant la construction. En 1880, la structure générale de Neuschwanstein est terminée. Dans le palace, commencent les travaux d'aménagement intérieur et de décoration. Louis II va y concentrer toutes les influences qu'il affectionne. Les légendes médiévales au sens large, comme le mythe du Graal et les chevaliers de la table ronde. Celles propres à la région bavaroise, comme celle des chevaliers du Cygne. Et bien sûr, les opéras de Wagner, à qui il voue une passion sans limite. La cour du château est d'ailleurs une reproduction quasi à l'identique du décor d'un opéra de Wagner. La salle des chanteurs met en scène des légendes médiévales allemandes réécrites par le compositeur. La mise en scène est grandiose et soignée. Mais si le chef décorateur Christian Jank s'inspire à la base du palace médiéval du château de la Wartburg, la vraisemblance historique est loin d'être la première préoccupation des architectes. Vu de l'extérieur, le château ressemble à un vieux château de chevalier du Moyen-Âge. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que ce n'est qu'une apparence. Parce qu'en réalité, c'est une construction en pierre calcaire, en briques. Ce sont les mêmes briques que l'on peut contempler sur le bâtiment d'entrée. La bibliothèque de la cour à Munich possédait un remarquable fonds d'archives, un des plus remarquables en Europe, avec des manuscrits médiévaux illuminés, dont certains provenaient de Bourgogne. Et sur ces manuscrits, en arrière-plan, on peut voir des châteaux fantaisistes, souvent de couleur blanche. Et l'extérieur du château de Neuschwanstein est clairement inspiré de ces châteaux-là. En plein milieu de la construction, Louis II décide donc qu'il veut un revêtement de pierre blanche. Et toute la façade de briques est recouverte de dalles de calcaire blanc. Les croisées d'ogives qu'on observe dans le château n'ont aucune fonction architecturale. Elles sont purement décoratives. Par ailleurs, il opte pour des grandes fenêtres très modernes avec un cadre en acier. En y regardant de plus près, on voit que c'est moderne, qu'il n'y a pas de croisillon sur les fenêtres et que les vitres sont transparentes. Peu importe donc la noblesse des matériaux ou les moyens et les techniques utilisés. Louis II n'attachait pas une grande importance aux détails de construction. Pour lui, ce qui était important, c'était de produire un effet théâtral. Le roi ne demandait pas « Vous faites comment? Vous mettez des poutres en fer? Quelles en seront les conséquences ?» Non, il demandait « C'est faisable? Ça peut être fait rapidement ?» Si l'on n'avait pas utilisé des matériaux comme le fer, et si les ingénieurs n'avaient pas accompli toutes ces prouesses, Neuschwanstein n'existerait pas. Si Louis II plébiscite les solutions techniques modernes qui lui permettent de réaliser ses visions, il souhaite également pour son château le confort le plus avancé qu'on puisse trouver.
Louis II est vraiment allé chercher tout ce qu'il désirait, y compris quand il s'agit des techniques de construction. Il utilise la technologie de l'acier la plus récente, ainsi que les murs les plus épais qu'on pouvait imaginer à l'époque. Mais il ne s'arrête pas à ce degré de technologie. Ça va être un château, certes, mais ça va être un château de pointe, avec un interphone par exemple. Il va y avoir tout ce qu'il peut imaginer ou lui passer par l'esprit. Pas d'invention ou d'innovation sur ces installations dernier cri. En revanche, elles sont toutes présentes. Tous les étages du palace, les appartements royaux, disposent de l'eau courante et de l'électricité. Les toilettes ont des chasses d'eau automatiques. Au 3e et au 4e étage, on trouve des branchements téléphoniques. Et il y a même un système d'interphone électrique grâce auquel le roi appelait ses domestiques. Les repas ne sont pas montés par les escaliers, mais par un monte-charge. Les appartements royaux sont chauffés par un système à air chaud, un calorifère, l'ancêtre du chauffage central. On trouve une pièce qui sert de chaudière pour chauffer l'air, qui remonte ensuite dans les étages grâce à ces conduits. C'est un système d'air chaud qui est alimenté depuis la cave et qui permet d'éviter qu'il y ait une odeur de poêle dans les pièces, ou de la suie, ou de la saleté. C'est donc un confort en plus. À côté de la chaudière, une autre pièce dédiée à chauffer l'eau, à l'origine prévue pour une future salle de bain qui ne sera jamais construite, et pour fournir de l'eau chaude dans la cuisine. Cette dernière est également un concentré de toutes les innovations techniques de son temps. On y trouve des fours à broches et un four à grillade intégré avec un dispositif pour chauffer les assiettes et un système de hotte. Et bien sûr, cette profusion ne va pas sans conséquences. Le chantier coûte extrêmement cher. Louis II finance principalement sur ses fonds personnels, mais il doit rapidement contracter des prêts, d'autant qu'il lance en parallèle d'autres projets de construction. Le financement initial de Neuschwanstein s'élève à un peu plus de 3 millions de marks. Du temps de Louis II, le chantier coûtera au final le double, plus de 6 millions de marks, soit l'équivalent de 40 millions d'euros aujourd'hui. En 1886, l'ensemble des dettes du roi est colossal, près de 14 millions de marks. Lorsque ses créditeurs préviennent qu'ils vont saisir ses châteaux, Louis II aurait même menacé de se suicider. Les relations entre le roi et le gouvernement de Bavière se dégradent, d'autant que le roi finance aussi largement l'œuvre de Wagner, qui est mal perçue par la population. Il s'est de plus en plus éloigné de son peuple. Et les missions dites de représentation, qu'un roi se doit normalement d'effectuer, comme par exemple participer à des fêtes ou organiser des réceptions, il y en a eu de moins en moins, et même plus du tout dans la dernière année de sa vie. Les aménagements intérieurs de Neuschwanstein reflètent le besoin de solitude de Louis II. Au fur et à mesure des années, les pièces de réception sont abandonnées ou simplement jamais aménagées. Le château n'aurait jamais pu, par exemple, accueillir toute la cour royale. Seulement Louis II et ses domestiques.